c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur cet entretien du jour qui parle aujourd'hui de l'employabilité des jeunes en Afrique. Et pour en parler, nous recevons Lansana Tioté, enseignant et chercheur en gestion des ressources humaines au CESAG, Centre africain d'études supérieures en gestion. Il est également vice-président de l'Institut d'audit social. Monsieur Tioté, bonsoir. Bonsoir, monsieur Toueno. Alors, quand on parle de l'employabilité des jeunes en Afrique, quel est l'état des lieux selon vous sur le continent? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité de parler d'une problématique d'actualité qui concerne l'employabilité des jeunes. L'employabilité, cette question-là qui préoccupe le monde entier parce que c'est d'ordre stratégique au niveau politique pour tout dirigeant du monde. Avoir des gens qui travaillent, c'est beaucoup d'aspects assez intéressants qui concernent donc la vie même, que ce soit la vie économique, la vie sociale. Donc avoir des chômeurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'activité économique, c'est un réel problème. Alors, l'état du chômage, il faut seulement regarder certains éléments factuels pour voir que l'état d'employabilité est une situation énorme dans un continent où l'informel est assez important. Alors, si on prend l'emploi formel, c'est clair que le taux de chômage est super élevé par rapport donc, au taux de personnes qui sont formées comparativement comment on appelle, à l'emploi formel qui est, comment vous appelez ça, l'emploi formel qui est offert par les structures qui sont en charge de l'emploi. Généralement, c'est l'État qui emploie, qui consomme. En tout cas, il y a quelques années, la plupart des gens qui sortent des écoles sont absorbés par l'État. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on se retrouve devant une situation qui est, semble-t-il, un peu explosive. Mais justement, c'est ça la mauvaise compréhension de la question de l'emploi. Et c'est là où, vu sur le continent africain et plus spécifiquement, j'allais dire des pays d'obédience francophone, l'État ne devrait pas être en réalité le premier employeur, en fait. C'est ça, là, malheureusement. L'État a pour mission, n'est-ce pas, de créer l'émulation, de créer le cadre pour que l'emploi puisse être effectif. Ce n'est pas à l'État d'embaucher comme principal acteur, mais son travail est beaucoup plus un travail de régulateur, n'est-ce pas? Dans sa mission régalienne, l'État organise l'activité économique de sorte qu'elle puisse éclore, de sorte à permettre aux uns aux autres de trouver, n'est-ce pas, un espace qui est un espace approprié pour l'emploi. Alors, ce que vous dites est assez intéressant concernant donc cette comparaison de l'ancien État et aujourd'hui. Bien évidemment, en ce moment, regardez un peu déjà le niveau de la population, le niveau des gens qui sont formés pour occuper ces emplois salariés, ces emplois administratifs. Entre 1960, 1970 et aujourd'hui 2022, l'écart est énorme. Quand vous regardez, notre population, elle a plus que triplé. Voilà. Et à partir de ce moment, il est clair que les emplois qui étaient des emplois classiques, qui étaient offerts à ceux qui étaient formés, ce gap-là est énorme aujourd'hui. C'est comme le taux de l'inflation. Si on vous dit aujourd'hui, OK, 500 francs hier, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut les mêmes 500 francs aujourd'hui? Vous allez voir que le gap est énorme. Avec 25 francs par le passé, à l'école primaire, vous pouviez manger pour des gens. Quand on était à l'école primaire, à notre génération, aujourd'hui, ne devez même pas donner 500 francs à votre enfant, il va pouvoir vraiment manger quelque chose. C'est évident. Dans le Tioté, aujourd'hui, 60% des Africains ont moins de 24 ans. Sur le continent, on peut dire que c'est un chiffre qui va à l'avantage de l'Afrique. Mais paradoxalement, le taux de chômage est élevé. Comment on l'explique? J'ai essayé de penser tout à l'heure et après recherche, j'ai trouvé trois principales causes que je vais évoquer rapidement. Pour la cause n'est-ce pas, du chômage. Et comme je l'ai dit, je regarde beaucoup plus la question du côté plutôt un peu francophone. Par les pays anglo-saxons, on n'a pas les mêmes approches sur certains aspects. Alors, si vous regardez le premier élément, ça sera donc la question du marché
de l'emploi qui n'est pas flexible. Parce que nos lois du travail, un peu calquées sur le modèle français, vous allez voir que la question du droit social, du droit du travail, c'est très corsé. C'est très corsé, ce n'est pas flexible et du coup, le coût de l'emploi est très élevé. Et sur la base, ça c'est un élément assez important déjà qu'il faut y voir. Ça fait que vous, en tant qu'employeur, vous vous imaginez, si je dois prendre un salarié, toute la déclaration, tout ce qui est fiscal, tous les liens qu'il y a entre nous, se débarrasser d'un salarié, qu'il soit en CDD ou en CDI, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Sur la base de ça, les gens sont assez réservés. C'est pourquoi il y a le marché au noir de manière, j'allais dire, l'informel qui est très, très développé. Et l'autre réalité qu'il faut voir, n'est-ce pas, c'est une demande de l'emploi qui est en inadéquation, et j'allais dire insuffisante, avec, comment on appelle, le marché ou l'activité. Quel type d'activité on offre véritablement pour qu'on puisse avoir des personnes qu'il faut pour faire le travail. L'autre aspect que je vais évoquer, qui est une des causes, c'est l'inadéquation formation-emploi. On ne le dira pas assez, hein. Nos universités, nos écoles forment de manière presque, j'allais dire, inappropriée avec ce qui est la demande sur le marché. Ça fait que d'ailleurs, très souvent, La preuve, professeur, c'est que on a dans les amphithéâtres de droit, par exemple, des nombres pléthoriques d'étudiants, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce dont les États africains ont besoin. Ce n'est pas ça la question au fond. La question au fond, c'est est-ce qu'il y a adéquation entre les formations qui sont offertes et le monde de l'emploi? Ça, c'est déjà la première question qu'il faut se poser. J'aime toujours donner une anecdote. Je suppose, quand j'étais en maîtrise de droit, moi, fils de paysan, on m'a enseigné le chèque. Le chèque. Alors que quand mon père, il vendait et il donnait de l'argent en espèces pour que je puisse aller payer peut-être les choses pour la scolarité et autres. Vous me parlez de chèque, mais vous ne savez, je ne sais même pas c'est quoi le chèque. Vous pensez qu'un employeur prendrait quelqu'un comme ça pour aller traiter du chèque du jour au lendemain? Ça, c'est l'une des réelles problématiques. Ça veut dire qu'on enseigne dans nos amphithéâtres des choses que les gens n'ont pas l'habitude de toucher, pour de vrai. Il est très clair alors que si les choses que vous enseignez, les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Ne soyez pas surpris que les ingénieurs agronomes se baladent en ville en train de chercher du boulot, alors qu'on a dit ingénieur agronome. Et moi, je dis parfois, si vous prenez un prof d'université qui enseigne la gestion des ressources humaines, c'est un exemple que je donne, il peut enseigner le recrutement en 20 minutes, en 20 heures. OK. Mais quand tu enseignes le recrutement, tu mets la personne face à la réalité. Il ne sait pas quels sont les processus de recrutement, qu'est-ce que je dois faire ici, même administrativement, il sera totalement déphasé. C'est un exemple que je donne. Je vais dire, on devrait avoir une approche plutôt pragmatique en réalité. Hein? Il faut avoir, et sur la question, bon, on va arriver aux solutions, mais cette inadéquation entre l'emploi et comment vous appelez ça, et la formation, et l'offre de formation, c'est énorme. Avec le LMD, on essaie de faire quelque chose, mais ça reste encore un réel gap. Parfois, vous avez, comment vous appelez, des curricula de formation, mais en réalité, quand vous allez dans les métiers, ça ne marche pas. Je donne un exemple le plus banal. Tout récemment, j'ai essayé avec le CESAC, quand on nous avait demandé de regarder nos programmes, j'ai essayé de travailler avec les universitaires d'abord pour regarder un peu la cohérence du programme qu'on offrait à nos étudiants. Mais bien plus que ça, j'ai essayé d'envoyer à 10 amis qui sont des DRH de haut niveau dans les différentes structures, que ce soit dans des structures publiques, privées, tout ça. Et puis je leur ai demandé, mais si je vous envoie quelqu'un avec le niveau licence, avec ces matières-là, est-ce que vous pensez que la personne est apte à faire quelque chose pour vous? Si je vous envoie quelqu'un avec le niveau MBA ou Master avec ça, est-ce que vous pensez que la personne est apte pour vous? Et c'est comme ça. Ils vous ont répondu quoi? Et très bien. Ils ont regardé et le programme était disons, intéressant, mais ils ont ajouté des éléments dont les gens ont besoin sur le terrain directement. Et ça, on est obligé de faire ce travail-là, les différents acteurs de la formation, que ce soit l'État,
qui encadre la chose, hein, et que ce soit le patronat, que ce soit les formateurs, que ce soit donc les éducateurs. Donc, toutes les parties prenantes devraient être investies dans la chose pour qu'il y ait vraiment cette adéquation permanente entre l'offre et la formation. La formation et l'emploi. Docteur Tioté, si je vous comprends très bien, si il n'y a pas de vraie stratégie, l'université ou l'école peut constituer elle-même une bombe ou un facteur qui occasionne et amplifie le chômage en Afrique. Ça fait une insulte à l'université. C'est vrai que nos universités ont formé des cadres. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être formés sur le continent. Nous sommes fiers d'avoir reçu nos premières formations ici. En tant qu'universitaire aujourd'hui, bon, c'est vrai que voilà, j'ai fait une thèse en France, tout ça, mais je n'ai pas à rougir de ce qui s'est fait sur le continent. Ça, je le dis net. Par contre, le système éducatif lui-même mérite d'être revu et d'être encouragé. Bon, c'est vrai que des efforts sont en train d'être faits, mais c'est encore pas suffisant. Il faut cesser de politiser les choses. Quand on va arriver aux solutions, même la question de l'emploi, je vais dire le cadre économique, pour qu'il y ait une émulation de l'activité économique, il faut cesser de faire en sorte que l'emploi soit vu comme du social. On offre du travail aux gens, on n'offre pas du travail aux gens. En fait, le travail lui-même est là et ça attire les gens. Mais nous, on est dans une dynamique d'acquisition de la compétence. Tant qu'on ne met pas au devant des gens, dans une logique qu'on acquiert des compétences. C'est-à-dire que quand un prof il donne un cours, ou disons, même quand on conçoit déjà les curricula, on se demande à la fin, qu'est-ce que l'étudiant peut avoir? Ce n'est pas seulement de retenir, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Donc la question de la compétence, c'est-à-dire les armes nécessaires pour aller occuper un emploi, ça reste toute la problématique réelle, ça reste tous les défis réels aujourd'hui. Aujourd'hui, professeur, on est un peu pris par le temps, donc on doit aller un tout petit peu plus vite. La question de l'emploi a été au cœur de plusieurs révolutions. Je prends l'exemple de la révolution du printemps arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre encore une telle chose et quelles sont les solutions à apporter pour éviter ça? Merci encore. Et moi, je pense que je vais aller sur deux grands aspects. Hein. Ça s'est ressenti tout de suite dans tout ce que j'étais en train de dire. Il va falloir être plus sérieux dans la politique de l'emploi. Ça veut dire que nos États ont le devoir de créer des conditions de l'emploi. Si vous regardez pour beaucoup de pays, il y a des exemples assez intéressants. Quand je regarde un peu le plan spécial d'insertion que le président Talon est en train de faire au Bénin aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être exporté. C'est super intéressant. Ça, c'est un exemple que je donne comme ça, où vraiment on a pensé tout un processus d'insertion. Par contre, sans vraiment vexer d'autres pays, quand on croit que oui, les politiques donnent l'emploi et que voilà, c'est les gens du parti au pouvoir qui ont l'emploi, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et quand vous regardez la corruption grandissante, quand vous donnez un marché, par exemple, tant que vous n'avez pas maîtrisé la question de la dette publique, vous voyez la dette intérieure surtout. Quand vous donnez un emploi, pardon, vous donnez un marché à une structure, vous mettez 2 ans, 3 ans pour que vous payiez comme l'employeur. Mais vous pensez que lui va employer les gens comment? On ne crée pas les conditions sérieuses de l'employabilité. On a encore 30 secondes. D'accord, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Et le deuxième point, pour aller très rapidement, c'est la question de l'adéquation formation-emploi que j'ai essayé d'évoquer et beaucoup plus la question du développement personnel. Je suis très fanatique aujourd'hui de la question du développement personnel. Dans l'enseignement, il faut qu'on soit pragmatique, mais il faut qu'on accompagne nos étudiants vers le monde de l'emploi. C'est pourquoi je parle de développement personnel. On aura l'occasion certainement dans d'autres émissions peut-être de parler un peu plus des solutions. Donc, pour me résumer, les deux grands aspects, donc la création d'une politique sérieuse de l'emploi, sans croire qu'on offre, on donne de l'emploi aux gens, mais de créer des conditions d'acquisition des compétences et de créer un environnement de l'emploi qui soit un environnement propice, n'est-ce pas, pour que l'activité économique... Docteur Lansana Tioté.
Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignant et chercheur en gestion des ressources humaines au Centre africain d'études supérieures en gestion et vice-président Afrique de l'Institut d'audit social. Merci d'être venu sur notre émission. Merci beaucoup à vous et puis merci. Bon, on a beaucoup de à très bientôt. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission que je suis heureux de vous avoir présentée. Restez sur Télé Sud et continuez à vous informer ici. Merci.